Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ladies and gentlemen, welcome. L'offre halal, oui, mais à quelles conditions? Quelle communication? Quelle certification? On en parle, on fait le point pendant une demi-heure ici même à la tribune de Sial TV avec nos invités. Olivier Auriol, bonjour, vous êtes le fondateur et directeur du cabinet Arcos. Olivier Princk, bonjour, vous êtes l'expert kasher et halal chez Akoa Consultant. And Mohamed Jalal Al-Reyasa, excuse me for the pronunciation, you are director of the food communication, ADFCA. Vous venez, you are coming from Abu Dhabi Food Control Authority. Thank you very much for being here and welcome to Paris. Okay, so now let's explain, expliquez-nous, messieurs, eh bien, la réalité de ces marchés. Alors, le halal, qui consomme quoi? Quand? Est-ce que vous pouvez, peut-être, on va commencer avec vous, Olivier Princk, nous expliquer un petit peu la réalité du marché? Ça va fonctionner. Ça va fonctionner, voilà. N'hésitez pas à le coller sous votre menton. Voilà, donc la réalité du marché, aujourd'hui, ce sont des marchés en forte progression. Ce sont des marchés dont la croissance est estimée à 10 à 12% par an, au moins, et qui se développent surtout au terme d'offres. Ça ne concerne plus maintenant uniquement une offre de viande, une offre de charcuterie, mais ça concerne aussi beaucoup de produits qui doivent systématiquement être certifiés. Je veux entendre tout ce qui est confiserie, tout ce qui est bonbons, effectivement, tous ces produits où on peut avoir de la gélatine de porc, idem pour la cosmétologie. Ces marchés se développent effectivement par rapport à la qualité aussi produit et la qualité du sourcing et de la production. Donc sur ces éléments-là, on trouve tout type de produits, on trouve effectivement la qualité produit qu'on peut retrouver dans un produit traditionnel français, fabriqué dans des conditions nationales respectables. Alors, qui consomme quoi, quand? Des éléments, peut-être des repères, et puis je poserai ensuite la même question à Mohamed Jalal Al-Reyasa. Alors, qui consomme quoi? Les musulmans mangent effectivement halal. À quel moment de l'année? Toute l'année, effectivement, il y a des moments peut-être de plus forte consommation qui sont liés aux fêtes religieuses. On peut parler de l'Aïd, on peut parler du Ramadan, qui sont effectivement des forts moments de consommation pour lesquels les industriels se préparent tout particulièrement. Mais effectivement, aujourd'hui, on a une offre de plus en plus large avec des produits de qualité. Quand je parle de qualité, c'est produits fabriqués dans les conditions optimum et qui respectent toutes les règles de l'entreprise, toutes les règles de consommateur qu'il a le droit d'attendre. Same question for you, Mohamed Jalal Al-Reyasa. Can you just describe us the market, the industry, what is going on in such halal industry and food organization, Mohamed Al? Yes. I mean, as mentioned before from my colleagues, it's a very important thing now for the consumer, especially when you go to the Arabic and Islamic world, and the consumer are very interested in halal industry, and there's a very big attention from them when they are looking to find out a food for their consumption. And basically the government also and also private sector are working in this clearly and very strongly. And many countries in Arabic world or Middle East, my country, there's a very and huge investment also in Malaysia in this area. And the trend of that, it's moving more and more toward Europe and other places. So basically the consumer, it's looking for something that are easy taken within their culture and what they are looking for from their perspective. And I think from what we see from different companies that are moving toward halal certificate and the interest that we have around the world. I've been 3 weeks ago in China, and there were 6 of big, states are signing like a certificate in halal industry, which is give us a very clear idea how important is this for the industry, how important is this for the people who are working toward the future of the food industry in the region there. Ok, so thank you very much. Alors, effectivement, vous venez, Monsieur Al-Reyasa, de nous parler d'un mot-clé, la certification. On parle du halal, on parle aussi du kasher. Ce sont 2 univers de certification importants, évidemment, reliés au monde et aux cultures religieuses. Alors, est-ce une garantie pour le consommateur? La garantie religieuse, c'est effectivement la garantie d'une traçabilité alimentaire. Ces produits certifiés kasher ou halal sont liés effectivement à des religions.
qui ne sont pas d'aujourd'hui. Le seuil de tolérance est normalement de 0. Donc effectivement, c'est une garantie supplémentaire pour un consommateur traditionnel. On est bien au-delà d'autres clivages. On est sur de la qualité alimentaire, sur de la traçabilité. Vraiment, j'utilise souvent ces mots, sur la sécurité qui va permettre non seulement ni à des juifs, ni à des musulmans, c'est effectivement une target, mais tout consommateur sécurisé par la traçabilité alimentaire que l'on retrouve dans de nombreux pays où l'on est bien content et on le voit en particulier, par exemple sur le kasher, en particulier sur les États-Unis, où c'est un gage de qualité. Et ça vient maintenant de plus en plus également le kasher comme le halal. Donc, historiquement, traçabilité, j'ai envie de dire sanitaire, là on a vraiment des process qui finalement sont tout aussi puissants en termes de traçabilité et qui évidemment génèrent une sécurité, également une sécurisation du consommateur, la relation au consommateur. Tout à fait. De nombreux consommateurs vont prendre aujourd'hui, vont manger des produits certifiés kasher et halal, je ne vais pas dire sans s'en apercevoir, mais vont juste apprécier le produit. Il est bon, il est certifié pour les juifs comme pour les musulmans. Si d'autres consommateurs en mangent, ben c'est parce que ça leur convient. Ils apprécient le produit. Voilà. D'accord, merci déjà pour ce premier tour d'horizon de la réalité des marchés. Alors justement, on a vu ces dernières années la part des produits halal croître dans les grandes enseignes, mais beaucoup de nos invités qui viennent du monde entier à l'occasion du SIAL se posent la question, mais comment ça marche une grande enseigne? Alors c'est là où vous intervenez. Olivier Loriol, expliquez-nous un peu, comment ça marche, comment ça se passe et pourquoi. Ce matin, nous avions des spécialistes du marché italien qui nous expliquaient que justement, ce n'était pas le cas dans les enseignes en Italie. Par exemple, la part, c'était vraiment des enseignes spécialisées qui avaient su capter ce marché. En France, c'est différent, en Angleterre, en Allemagne. Alors, comment ça marche? Quelles sont les bonnes règles pour les producteurs qui viennent du monde entier et qui ont envie de pénétrer la distribution en France, en Europe? Bonjour. Alors tout d'abord, effectivement, la grande distribution française a cette particularité de s'être taillée une part de lion énorme dans l'alimentaire en France. C'est une situation très, très atypique par rapport au reste même de l'Europe et du monde. C'est-à-dire que ce concept de tout sous le même toit, faire en sorte qu'il y ait l'alimentaire et non alimentaire autour d'une image de discount, est vraiment l'ADN de la distribution en France. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que ces sociétés, ces chaînes qui se sont construites sont devenues des monstres un petit peu en termes de fonctionnement interne. C'est-à-dire que ce sont des structures qui aujourd'hui cherchent, paradoxalement à un moment où la crise est là et les affecte lourdement, d'aller chercher de nouveaux leviers de croissance, de nouveaux leviers de développement de chiffre d'affaires. Et le halal, effectivement, dans la mesure où je crois que... On n'a pas cité de chiffres pour l'instant sur le marché. La croissance du marché est forte, je crois. Alors, M. Pink a dit tout à l'heure, effectivement, une progression de 10 à 15%. 10 à 15, voilà. Qui est quand même assez atypique dans l'alimentaire, qui fait rêver même sur certains marchés. Je crois qu'une grande part du marché halal, si mes informations sont sûres, échappe encore à la grande distribution en tant que telle. Donc il y a effectivement un enjeu très fort pour cette distribution, mais avec, pour ceux qui décident effectivement de se lancer dans ce réseau qui est très lourd, toute une succession d'enjeux, je pense notamment par le fait que ces enseignes de grande distribution françaises sont très généralistes. Elles sont alimentaires, non alimentaires, on l'a dit, mais à l'intérieur même de l'alimentaire, elles ont une approche qui est quand même assez massifiante et qui parfois a des difficultés à véritablement créer une valeur ajoutée très lisible auprès du consommateur, notamment quand on touche à des domaines qui sont autres que simplement le plaisir gustatif, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, le halal est vraiment un élément parmi d'autres, on est peu nombreux. La mise en rayon ne suffit pas. Exactement. La mise en rayon ne suffit pas pour les produits halal. Exactement. C'est en gros ce que vous êtes. Il y a tout un accompagnement effectivement de sécurité imaginaire religieux et autres qui est très très important. Et la grande distribution s'est outillée pour essayer justement de mieux répondre à des industriels là-dessus, c'est-à-dire un accompagnement qui soit marketing, merchandising, qualité bien évidemment, mais sur lequel, on est bien d'accord, ça constitue un enjeu très lourd pour des entreprises qui veulent se lancer dans ce réseau parce qu'elles ont une machine lourde à aborder et très, très complexe dans la façon de discuter avec elles. Très bien, donc merci pour ce regard, notamment à la distribution française. Alors la question évidemment, donc Mohamed Jalal Al-Rayaza, in your
own vision, because you are developing, you are seeing how the halal industry is developing all over the world, is, for instance, specific aspect from the French market something strange? Is it different in every part of Europe, in every part of the world? How organized, how the development of halal industry is going on in the rest of the world? I think, first of all, as my colleagues mentioned, and also it started to be something close to the religion in the beginning, but after this it goes to the quality, it goes to the scientific area and other things. And the people, as we know from our part of the world, they are interested in this, and the grownness of halal, it's going on every day. We can see this from the production. We can see the request of the companies that come us for the government to give them the opportunity to go to our market, and the interest of that, it's the interest of the consumer, because at the end of the day, our product should be something that the consumer would like. So the consumer is thinking now for something more better and better quality, and something related for their own vision and life, that will give them more opportunity to be in the market very strongly. And we can see this clearly, and we can see clearly this in many countries like GCC country, Gulf countries, and also Arab world country, and also it's very strong in Turkey and also other like Malaysia and Asia country, Muslim countries. And I think it's getting also to other country and industry. Basically, as he mentioned, my colleagues, it's related to the quality and the healthy part of this, creating more and more opportunities in the market for halal. And I think by having more research, having more work in this, it will be giving more opportunity for this specific brand to be everywhere. And for relation for the food industry in our, in our countries, we have it clearly in our standards. So anything comes to UAE, let's say, for example, or GCC country, it should be within the standard of halal. So that will easily go in and easily will open the channel and the market for them. Thank you very much. Alors, ce marché du halal, est-ce qu'il est atomisé? Est-ce qu'il est en pleine concentration? Là, je parle évidemment du côté des producteurs. Est-ce qu'on voit naître des géants mondiaux de l'offre halal qui fassent le poids face à des géants mondiaux de la distribution? On en est où exactement dans la structuration du marché? La structuration du marché, il est vrai qu'il y a de plus en plus de fabricants, de producteurs qui s'intéressent à ce marché. On le voit ici au Cial avec de nombreux contacts que j'ai pu avoir. Alors ce sont plutôt les producteurs traditionnels qui n'avaient pas d'offre religieuse qui sont en train de... J'aime pas le mot offre religieuse. Ah pardon, je voudrais surtout pas offenser, alors aidez-moi à la définir. Je pense qu'on est d'accord. Comment? Alors aidez-moi peut-être à définir. Non, c'est une offre effectivement qui va correspondre, c'est une certification qui va correspondre à des consommateurs qui veulent suivre ces règles religieuses. Mais on ne part pas de ce côté-là. D'accord, pardon. Alors, tout à fait. Alors, pardon pour, je dirais, la formulation, mais sur l'esprit, est-ce que ce sont plutôt donc des producteurs historiques qui veulent toucher une nouvelle clientèle, ou c'est aussi de nouveaux acteurs qui viennent de pays du Golfe? D'où viennent les grands producteurs? Le marché, comment se structure-t-il? Il se structure par rapport à tout fabricant, tout concepteur, tout développeur de produits alimentaires. Quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, quel que soit son marché, tout producteur peut aujourd'hui répondre à cette demande, peut s'intéresser à ce marché. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème au niveau de la recherche d'ingrédients, de la recherche de sites de production. Quel que soit le site français, que ce soit aussi au niveau international, on retrouve tous les produits. Je posais aussi la question, peut-être naïvement d'ailleurs, parce qu'on sait que les grands marchés internationaux sont déjà opérés par des géants mondiaux, des acteurs qui détiennent des parts énormes dans l'agroalimentaire. Est-ce que le halal, c'est aussi une opportunité pour des PME, pour des nouveaux acteurs de se développer, ou est-ce que déjà le marché est déjà structuré et déjà difficile pour des nouveaux entrants? Comme dans toute profession, il y a des opportunités pour n'importe quel professionnel qui a envie de satisfaire ses clients. What do you think? The same question for you. How do you agree with the structuration of the market?
Yes, I mean, the structure of the market is basically based on the needs. If we are targeting a market that are concerned about halal food and the kosher food, we'll go there within the standards that they are looking for. So the market of food industry, it's a huge, and you have a distribution of human being everywhere in the world. And the consumption of halal, it's also clear with the numbers of people and in those countries. And I think for the small companies, if they are willing or opening, somewhere in those places, or their consumer is concerned about kosher and halal, and specifically in halal area, they can start with clear standards. And I think now halal, it's not only for religious groups, it's more than this. It is something that many people are looking forward. As I saw many of my friends here, they were talking about this today in different places. So that's can create more and more opportunities for the market, especially in this industry and in this. Thank you very much. Alors maintenant, autre question plus technique peut-être pour vous, Olivier Loriol. Quels sont les objectifs d'un acheteur français et qu'attend-il d'un fournisseur étranger dans la grande distribution? Je suis producteur, je veux vraiment sur ce créneau avancer. Comment ça va marcher? Alors d'abord, il y a l'acheteur en titre, mais il a derrière lui toute une cohorte de spécialistes et d'aide à la décision d'achat qui sont des personnes de la qualité, qui sont des personnes de la traçabilité, de la logistique, de la supply chain, bref, des techniciens qui sont là pour l'épauler dans le choix qui sera celui de référencer un produit en fonction d'un positionnement marketing d'enseigne. C'est-à-dire qu'une enseigne est une marque comme une autre et elle cherche à véhiculer un certain type de message sur le marché, donc elle cherche à passer un message de captation d'un consommateur. Clairement, en termes marketing, c'est du recrutement et de la fidélisation. Bon, ça c'est une première chose. Donc ce qui veut dire que le fonctionnement d'une structure achat, je préfère plutôt ce terme, consiste à déterminer en quoi effectivement un segment, un marché s'ouvre au sein d'une catégorie, c'est-à-dire un ensemble de réponses de besoins sur par exemple la charcuterie, sur la biscuiterie et autres, et avec une recherche permanente de en quoi le positionnement d'une offre halal va permettre de développer l'ensemble de la catégorie biscuits, chocolat, que sais-je, grâce justement à cette capacité à recruter et à fidéliser de nouveaux consommateurs. Ça, c'est la préoccupation numéro 1 des centrales d'achat, notamment aujourd'hui face à un système économique qui est en difficulté. Les fournisseurs étrangers s'en sortent bien justement pour référencer leurs produits, ils sont parfois surpris? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de choc culturel, si vous voyez, entre l'approche des fournisseurs étrangers et la méthodologie d'achat française qui reste désespérément parfois franco-française, c'est-à-dire très théâtralement axée sur le prix. Mais il n'y a pas de bon et de méchant dans la relation commerciale, c'est une forme de théâtralisation comme une autre. Il faut dépasser effectivement ce point théâtral de la discussion sur le prix, qui malgré tout reste très important, bien évidemment, parce que, encore une fois, le système économique français, de la distribution française est axé sur le discount, sur les marques nationales, à la différence de l'Angleterre, de l'Allemagne et de tous les autres pays qui sont autour d'elle. Mais ce que recherche avant tout une structure achat, c'est une sécurisation à la fois dans le recrutement et la fidélisation, mais également dans je dirais la redescente. Le terme n'est pas forcément très joli, mais il est assez symptomatique. C'est-à-dire une fois que l'accord a été négocié en centrale, qu'est-ce qui fait que le produit, effectivement, dans les points de vente, va être demandé et pris sur le linéaire par le consommateur. Et là, on rentre effectivement dans une approche très globale que recherchent les structures achats, c'est-à-dire au-delà d'une réponse qualité, technique, logistique et autres, quels sont les éléments d'aide à la revente aujourd'hui qu'une marque apporte et qui pourra en final faire que telle ou telle enseigne gagnera des parts de marché sur l'ensemble de la catégorie par rapport à ses concurrents. Merci beaucoup. Mohamed Jalal Al-Reiza, can you just describe us the opposite travel from a producer from another country coming to Abu Dhabi? How will it happen? What will happen when he will come back? He will Basically, come to your country. the standards that we have in Abu Dhabi and many now developing country also, they have the standard which is built up on the best practices in the world. So who have application or already apply the best standards in Europe, they wouldn't have any problem there.
except the only thing that they have to put in mind if they are going to bring something for, related to the halal area, they should be having this certificate or having clear, things and details for the contacts of this products. And to add more for, the perspective of, maybe for the marketing issue now that we face and we see there, that we have through, the social media, it's something now everywhere, and everyone has their account and trying to follow up many things. The rumors about any products can easily go everywhere and can damage the reputation of the companies. So there were a lot of rumors about many, companies that they have non-halal things going on and everything, and they will shock from the consumer also that they hold themselves away maybe from this products that they have. So it's clear when you have everything clear and certified and everything, it's under, certification. That will help you a lot if you have any rumors or anything that you can, avoid any conflict with the consumer, in the region or anywhere that they are concerned about this industry. Great, thank you very much. L'exemple français, l'exemple d'Abu Dhabi, auriez-vous d'autres exemples au niveau européen, international qui vous viennent à l'esprit? Rapprochez-vous du micro. Olivier Princk. Non, au niveau des exemples qu'on peut trouver, c'est vrai que beaucoup de pays aujourd'hui vont faire fabriquer des produits selon les normes des agences de certification. Tout doit être effectivement, pour moi, on a parlé de certains produits pour Abu Dhabi, par exemple, qui doivent être validés par produit, ingrédient par ingrédient. De mon avis, c'est la seule règle. C'est incontournable. Je parle toujours du seuil de tolérance zéro sur quelques produits que ce soit en France ou ailleurs. D'accord. Donc là-dessus, finalement, les standards s'imposent d'eux-mêmes. Ils sont de fait internationaux et c'est aussi une force. Les standards sont internationaux. Ils vont être reconnus par tel ou tel consommateur qui va faire peut-être plus confiance à telle ou telle agence de certification, parce qu'il en existe de nombreuses. C'est le consommateur qui effectivement va déterminer si on fait confiance ou pas à tel consommateur. Ok, merci. Sur la certification, on a tout dit, tout a été dit. On pourra en parler des années, mais c'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Ok, très bien. Bah, écoutez, on avance dans l'émission. Il nous reste juste quelques minutes, peut-être pour un dernier tour de table. Donc, pour bien figer auprès de nos invités un petit peu ce qui a été dit, bon, y a-t-il déjà des domaines au-delà de la certification que vous auriez aimé traiter dans ce débat qui, à ce stade, n'aurait pas pu être évoqué? Ou si vous pensez que l'essentiel a été dit, peut-être en conclusion, insister en résumé sur les principaux enseignements, les principaux messages que vous vouliez passer à l'occasion de notre débat. Olivier Princk, votre conclusion? La conclusion, c'est de dire que les certifications, on parle de certifications cachère et halal, sont des certifications qui sont des gages de qualité pour le consommateur. Le choix doit être fait sur les bonnes certifications qui vont sécuriser et permettre aussi de développer de l'activité commerciale. Merci sincèrement d'avoir participé à cette émission. Votre conclusion, Olivier Loriol? 2 points. Le premier point, c'est que l'offre halal correspond à un besoin aujourd'hui qui est flagrant pour la grande distribution. C'est-à-dire qu'elle cherche à développer son chiffre d'affaires et elle est en difficulté en ce moment, donc c'est une opportunité pour elle. Le deuxième point, c'est qu'il me semble qu'il y a pas mal de travail encore à faire entre les producteurs et les distributeurs pour valider la façon dont cette offre doit être gérée effectivement dans les linéaires. Concrètement, est-ce que l'offre halal doit être traitée, entre guillemets, par certaines enseignes, comme le font certaines enseignes, comme une sorte de rayon à part de l'ensemble de la consommation, des produits de consommation, de la catégorie de consommation auquel elle fait référence, ou est-ce qu'au contraire, elle doit être intégrée dans la catégorie? Le point n'est pas réglé aujourd'hui. Et c'est un débat à suivre à l'antenne de Sial TV. Merci pour nous avoir éclairé sur le sujet. Votre conclusion, your conclusion, Mohamed Al-Rayeza? Yes, basically I think it should be clear for the companies, food industry, that halal certificate and halal topic, it's an easy thing. It's not that complicated and difficult thing. So make sure that if you are complying with this, you will have more and more people. Consumer will be on your side and having this product in the end of the day. So the concern, it's only something that we can manage as a company, and we can work together with the authorities that we have in different countries to have those certificates and have opportunities more in the market to be in different countries and different places.
Okay, thank you very much for taking part to this debate. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à vous également d'y avoir assisté nombreux. Quant à nos téléspectateurs, à très bientôt à l'antenne de Ciel TV.